Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il s'est passé énormément de choses. Les Français sont à l'honneur, c'est un 4 sur 4 chez les messieurs. Un peu plus compliqué chez les dames, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer chez les messieurs parce qu'il y a eu un nombre de matchs incroyable, il y a eu des résultats exceptionnels pour nos Français. Il y a aussi les stars qui confirment, certaines qui sont dans le dur. Alors on va débriefer tout ça, on va faire une grande analyse du troisième jour. Bouge pas, on commence tout de suite. Ouais, déjà je commence bien la vidéo, c'est pas le troisième jour, c'est le quatrième jour, mais bon, on va être tranquille, c'est les vacances, il n'y a pas de souci. On va évidemment, les amis, commencer par les Français exceptionnels. Blanchet en 5, Rinderknecht en 5, Bonzi en 5, Manarino en 4-7. C'est monstrueux vraiment, c'est incroyable les perfs. On va les prendre une par une pour voir, sans forcément faire un classement de qui a fait la plus belle perf, mais on va essayer quand même de d'avoir une petite analyse un peu plus poussée. On va prendre dans l'ordre, on va commencer par Blanchet. Blanchet face à Mensik. Déjà Blanchet, on en a parlé récemment dans les vidéos précédentes, c'est un joueur de coups, mais voilà, il affrontait Mensik. Alors évidemment Mensik a gagné un Master 1000 cette année, c'est un joueur né en 2005 qui est très jeune, mais voilà, qui est déjà un joueur confirmé du circuit, qui a fait des très bons résultats. Moi personnellement c'est un joueur que je trouve très fort, mais c'est pas un joueur avec lequel j'accroche forcément. J'ai pas un affect incroyable, et je me souviens, j'avais fait ce tweet, Mensik c'est Zverev en plus jeune, il propose rien, il survit grâce au service, mais du fond c'est un gros on ronfle. Et ça c'était durant son titre en Master 1000, il me semble que j'avais fait ça. Donc voilà, on était venu un peu me chercher, c'est normal, c'est le jeu, toc toc toc, c'est les impôts. Et puis il y avait eu cette stat qui était assez folle. C'est pas ma faute si Mensik s'est transformé en Opelka toute la semaine avec une bonne solidité du fond. Mon tweet est factuel, mais n'enlèverait en fait qu'il est très fort. Et durant son titre en Master 1000, il faut se rendre compte que Mensik avait un indicateur de service quasiment similaire à Mpetche Perricard. Quand on lui connaît ses qualités de fond de cours, forcément ça en fait un joueur très difficile à battre. Là, face à Blanchet, j'ai retrouvé un petit peu le même style de joueur, mais avec moins de réussite au service, avec une énorme passivité. Et puis c'est tout simplement Blanchet qui allait chercher ses points en fait. Il n'y a pas photo, moi je trouve que c'est pas du tout volé sur l'ensemble du match. On a un Français qui est beaucoup plus entreprenant que le Tchèque, et le Tchèque qui a essayé juste de contrer et de ne pas faire la faute. Malgré deux doubles fautes dans le super tie-break du Français, c'est quand même Hugo qui finit par s'en sortir. Donc voilà, moi je voulais quand même faire une petite parenthèse sur Mensik, parce que ok, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui est très très fort pour son âge, et là-dessus il n'y a rien à remettre en cause, c'est pas du tout le sujet. Mais je voudrais quand même émettre une petite réserve sur son potentiel et sur ses capacités à faire le jeu. Voilà, à aller chercher les points importants. Ça fait un petit moment, mine de rien, qu'il n'a pas fait de victoire significative. On va regarder ça. Déjà en Grand Chelem, c'est très compliqué aussi hein, cette année. Alors le réseau, il n'est pas foufou, mais c'est pas très grave. On va trouver ça. Si on regarde les derniers matchs de Mensik, franchement, voilà, il y a peu de... Voilà, on va dire que c'est à l'équilibre, on est sur du 50-50. Ah oui, il perd contre Koboli, ça reste quand même une surprise. Derrière, il enchaîne défaite face à Fokina, face à Nardi, bref. Vous voyez qu'il y a peu de constance pour un joueur qu'on annonçait déjà très très haut au début de l'année. Donc ça reste une énorme victoire pour Blanchet. Mais je voulais quand même faire cette petite parenthèse sur Mensik qui n'enlève rien. Vraiment, j'insiste, qui n'enlève rien à la victoire d'Hugo. Mais petite réserve sur Mensik. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Est-ce que ça peut être un top 10 confirmé rapidement? Moi, j'ai mis une petite réserve. Maintenant, pour Blanchet, sa vie, elle change. C'est exceptionnel. Il avait hésité à arrêter le tennis il n'y a pas si longtemps. Il en avait parlé à ses parents. Voilà une bonne raison de continuer, de s'accrocher et de croire en ses rêves. C'est exceptionnel. On enchaîne avec Rinderknecht. Alors là, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est monstrueux. On va juste aller chercher... voilà, flashcore, monstrueux Rinderknecht qui a sorti Davidovich Fokina. Moi, Davidovich Fokina, c'est un de mes joueurs préférés, je vais pas m'en cacher, mais j'avais trouvé surtout très bon au premier tour, très convaincant malgré la faible adversité face à Shevchenko. Je me suis dit que là, ce Fokina, il se dirige tout droit vers Carlos Alcaraz pour aller lui poser des sacrés problèmes. Au final, on a un Rinderknecht qui depuis... Bah ouais, mais depuis un petit moment, même depuis Roland, j'ai envie de dire, et son fameux set face à Sinner, ensuite ses très bons résultats, sa victoire face à Zverev à Wimbledon, on a un joueur qui a pris confiance, qui sait qu'aujourd'hui peut battre les meilleurs joueurs. Il a un très bon service, il est très solide du fond de cours, il a une très bonne main, il est très bon au filet.
Ça, c'est hyper important aujourd'hui dans le tennis moderne. On a des joueurs, voilà, comme ça qui sont très complets. C'est un peu l'école américaine. On rappelle qu'il est passé par l'université américaine. Et on a Rinderknecht aujourd'hui qui a été mené 2-7-1 face à Fokina et qui va chercher les points. On sent que dans son alliance avec Lucas Pouille, il travaille avec Lucas Pouille. Maintenant, ils sont ensemble depuis un petit moment. On sent que l'alchimie se fait entre les deux. On le sent heureux sur le terrain, on le sent souriant, on le sent entreprenant. Et puis ces 2 derniers sets qu'il fait en allant vers l'avant, franchement, respect total. C'est incroyable. J'en reviens pas vraiment. Les 4 victoires sont monstrueuses pour les Français. On a Benjamin Bonzi qui a fait cette victoire aussi en étant mené 2-7-0 face à Gironne. Alors, Benjamin Bonzi, on rappelle, il a fait son match face à Medvedev et derrière, il a eu quand même plus de 2 jours et demi de repos. C'est quand même énorme. Donc, il en a profité. Mais malgré ça, d'aller s'envoyer une victoire en 5-7 physiquement, on est sur un bison. Le mec, à la fin, il était encore en canne pour aller faire des glissades et des appuis monstrueux sur ce dur quand même qui te prend et qui te mange beaucoup d'énergie. Et on a un Bonzi qui, jusqu'à la fin, arrivait à défendre, arrivait à contrer, à aller vers de l'avant, à passer des premières quand on voyait un Gironne qui était au bord du gouffre, qui avait plus d'essence dans le moteur. Donc voilà, c'est quand même 3 victoires en 5-7 avec des mecs clutch, avec des mecs qui sont menés. C'est que des perfs. Bonzi et Gironne, on doit être quasiment sur un classement similaire environ, il me semble, mais sinon, c'est que des bonnes perfs. Non, franchement, c'est incroyable. Et puis, on a Manarino. Manarino qui a failli arrêter sa carrière. Manarino, tout simplement, qui a failli arrêter sa carrière. Et il y a quelques mois, on rappelle qu'avant Roland Garros, il devait être à 6 ou 7 victoires pour une vingtaine de défaites. Et puis là, qui bat Jordan Thompson une 2e fois en 2-3 semaines. Manarino, il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est son physique. Le mec a un physique de buffle, on ne se rend pas compte, je vous jure. C'est une machine physique. L'exigence de son tennis, vraiment, c'est hallucinant. Il est tellement bas sur les jambes parce qu'en fait, il développe tellement peu de puissance. Il doit avoir un centre de gravité qui est très bas pour pouvoir contrer, pour pouvoir s'appuyer sur la balle. Et aujourd'hui, Manarino, c'est un joueur qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il est capable de produire sur un terrain. Vraiment en termes de trajectoire, en termes de prise de balle, en termes de matériel, on en a déjà parlé de son cordage. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Manarino et de ce qu'il fait. Son tennis, pour moi, c'est un génie du tennis. Aujourd'hui, d'être capable d'être joueur professionnel en produisant ce tennis-là que personne n'arrive à faire aujourd'hui, d'essayer de prendre la raquette de Manarino avec une tension à 10, vous allez voir, c'est tout simplement impossible de jouer. Donc moi, je voudrais insister sur ça. C'est exceptionnel. 4 sur 4 pour les Français. On a fait le tour. C'est monstrueux. Franchement, bravo à eux. On va enchaîner avec... on va enchaîner d'abord avec Novak Djokovic. Parce que, regardez bien cette stat, les 129 derniers matchs de Djoko, lors des premiers et deuxième tours des tournois du Grand Chelem, c'est 128 victoires et 1 défaite. C'est tout simplement grotesque. Maintenant, on va prendre un petit peu plus en détail ce qui s'est passé hier durant le match. On a un premier set très compliqué, vraiment très compliqué pour Novak. On le sent dans le dur, le body language, très fatigué, très compliqué. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué en première session sur le central. Au niveau de la chaleur, ça ne devait pas être évident, même les routines ne sont pas évidentes pour lui. Il est rentré sur le terrain à 11h30. Depuis quand Novak Djokovic n'est pas rentré sur un terrain à 11h30? Donc bon, c'est assez fou. Et puis, au fur et à mesure du match, il est un petit peu plus rentré dans sa partie, mais c'est surtout grâce au déclin physique de Svajda, parce qu'il y avait un set partout, break pour Svajda, donc il y avait 3-1, et à partir de là, il met 12 jeux à 1. Le pauvre américain, il n'arrivait plus à aligner 2 balles, il tentait le tout pour le tout, c'était un peu le jeu de la loterie, mais franchement, Novak Djokovic, pas rassurant du tout. Ça fait victoire forcément parce que face à ce genre de joueur, il a une marge énorme et puis même il représente quelque chose. Voilà, tu joues contre Novak à domicile, Svajda il doit avoir la moitié de son âge, encore une fois, il sait ce que représente Djokovic. Donc ça c'est très compliqué à aborder. Mais si on parle juste tennis, franchement, en termes de coup de raquette, c'est pas la folie, c'est pas rassurant du tout. Donc bon, il va falloir se réveiller et j'espère pour lui que les prochains tours, il va les jouer un peu plus tard dans la journée parce que la chaleur, ça lui fait pas du bien du tout. On enchaîne. Il reste 2-3 matchs avant de faire un tour de ce qui s'est passé durant toute la nuit. Je trouve, élimine Rune. On a eu un scénario assez fou. Je trouve mène 2-7-1. Il mène d'un break dans la 4e manche. Et à partir du moment où il mène d'un break dans la 4e manche, moi je me suis très clairement dit, allez, je trouve avec son tennis, Rune, sa passivité, c'est fini.
Et puis là, Rune arrive à breaker 2 fois, je trouve, sur ses 3 derniers jeux de service, en étant un peu plus solide, en tenant la balle, en prenant un petit peu moins de risques. On sent qu'il en met plus au niveau des jambes. Il arrive à revenir à 2-7 partout. Et dans cette 5e manche, il n'arrive plus du tout à le breaker. Et à la fin, on a un Struffy qui est beaucoup plus entreprenant. On a un Rune qui est passif, qui se fait marcher dessus. Je trouve qu'il frappe très fort dans la balle, qui va chercher ses points au filet. On a une différence dans les 2 derniers jeux, c'est que je trouve qu'il passe beaucoup de premières dans son dernier jeu, je crois 3 ou 4. J'ai un petit doute s'il en passe une 4e. Alors que Rune, il est en difficulté, il passe pas de première, il se fait agresser derrière sa 2e balle. Et c'est finalement l'Allemand qui s'en sort. C'est quand même une carrière assez bizarre. Struffy, c'est un peu les montagnes russes. Bon, Rune, comme d'habitude, hein, franchement on est sur une surface qui devrait lui convenir très très bien encore une fois, et on ne sait pas, on ne connaît pas son plan de jeu, je ne sais même pas quels sont véritablement ses coups forts à ce joueur, je n'arrive pas à établir une vraie analyse sur Rune tournoi après tournoi, c'est très compliqué. Évidemment on ne pouvait pas ne pas aborder la correction de Carlos Alcaraz qui met 6-1, 6-0, 6-3 à Bellucci. Il y a un mélange de Carlos est trop fort et puis Bellucci n'avait tout simplement pas le niveau dans ce match. Il faut se rendre compte du niveau de Carlos Alcaraz, c'est tout simplement monstrueux, et si ça continue comme ça, là il n'y a plus de trou d'air. Là, il n'y a plus de trou d'air, et quand Carlos, il n'y a pas de trou d'air, qu'il est content, il sourit sur le terrain, ben en fait, c'est une bénédiction, parce que là, il va arriver en forme sur sa 2e semaine si tout se passe bien, et j'ai espoir. Moi, je m'en fiche, hein. Moi, je veux un Sinner Alcaraz, tant pis pour le reste du circuit, ils ont qu'à hausser leur niveau, mais là, franchement, le niveau de Carlos Alcaraz, il n'y a pas d'analyse à faire, il y a juste à constater, c'est tout simplement monstrueux. Le dernier truc que je voulais voir avec vous, c'est évidemment le forfait. Le forfait de Jack Draper, mais oui, parce que en fait ça vient fausser complètement le tableau. Lui qui a été dans la partie de tableau de Sinner, ça offre encore une fois un tableau beaucoup plus simple pour l'Italien, alors qu'à la base je trouvais quand même que le tableau de l'Italien était plus compliqué, c'était mon avis, beaucoup n'étaient pas de cet avis. Donc là on a quand même un Draper qui se retire, il n'y avait pas vraiment d'explication, j'ai pas trouvé, peut-être que depuis c'est tombé, mais bon, ça fait quand même un flop énorme sur son année à Draper. Certes, il prend son 1000 aussi. Il nous a montré qu'il était capable de progresser sur 1 semaine, sur 2 semaines, d'hausser son niveau de jeu, de faire partie des tout meilleurs. Mais maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est de la continuité, un peu à l'image d'un Ben Shelton. Et on va finir avec Ben Shelton, parce que Ben Shelton, pareil, il est attendu. Il met 3 petits sets. Et ça, c'est archi solide. Voilà, c'est contrairement à des joueurs, avant, il faisait partie un peu des mêmes joueurs que Tiafoe, voilà, Tiafoe qui perd un set, des Davidovich Fokina qui s'incline, même Fritz qui perd un set, Rude qui s'incline, voilà, on est sur des joueurs, même là juste ici on avait quand même Lechka qui perd un set, Nakashima qui s'incline. Je ne veux pas dire que Shelton il y a quelques mois il faisait partie de ces joueurs là, mais on n'était pas loin, même si on ne va pas tous les mettre dans la même case quand j'ai cité Fritz, etc. Mais voilà, Shelton avait tendance aussi il y a quelques mois à bazarder, à avoir des trous d'air. Là, force est de constater qu'il est complètement dans son tournoi. Il y a vraiment un step-up depuis plusieurs mois. Et moi, j'ai hâte de voir son tournoi parce que très clairement, il peut aller embêter Carlos Alcaraz. On n'y est pas encore. Une dernière petite pensée à Joao Fonseca qui est tombé sur un Marach Prime. Voilà, c'était quand même un match hyper sympa sur le papier. Ça a fait un peu plouf parce que les deux joueurs n'ont pas vraiment réussi à jouer correctement en même temps. C'est dommage. Un tout petit point sur les femmes, puisque ici on a Rybakina qui a eu chaud face à Valentova. Je vous ai dit, Valentova très forte, très forte. Suivez-la de près. Raducanu qui continue d'impressionner. Et puis on a évidemment Sabalenka qui, comme d'habitude, a un set un petit peu compliqué. Elle est juste ici, voilà, 7-6, puis ensuite 6-2. Mais toujours pas de set perdu pour la Biélorusse. Donc à suivre de très près. On a terminé ce grand tour d'horizon, il y a énormément de choses à se dire. C'est très dur d'être très précis sur les premiers tours. On parlera évidemment beaucoup plus de tennis, de coups, même de palettes, pourquoi pas quand il y aura un petit peu moins de matchs. Mais là, c'est tellement dur de pouvoir avoir des yeux partout qu'on fait une analyse globale de la situation. Et puis dans la deuxième semaine, on sera évidemment bien plus précis. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce. Merci déjà d'être resté jusqu'ici. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dès demain.